se répertorier des noms d'oiseaux, quoi. Ça, j'aime bien, j'aime bien tout ce... Annie, expliquez-nous là, parce que comment on passe de ça à ça, voilà, et qu'est-ce que ça représente? Justement, c'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très, très pédagogique, si vous voulez. Alors, c'est l'atelier de mon grand-père, Alexis Sidron, c'est ce monsieur-là, en 1923. Donc mon grand-père est en train de préparer le carnaval de Blackpool. À cette époque-là, les carnavaliers, lui, et puis Spagnol était allé à Bournemouth, et lui était allé à Blackpool. Et Blackpool inaugurait aussi le tramway, enfin plein l'électricité. Donc, ils allaient inaugurer des grands bâtiments inutiles. Alors, ce qui est intéressant, c'est voilà, la première chose, c'est qu'il a une maquette. C'est la maquette du char qu'il va réaliser. Elle est faite par Mossa. Parce que mon grand-père, la famille Sidron, pendant 60 ans, a collaboré avec Gustave Adolphe Mossa. Ensuite, vous avez la maquette en volume. Elle est là. Il est en train de regarder la maquette en volume. Vous voyez le poisson qui est là, qui correspond au Fulbert. Et là, vous avez le sculpteur qui est en train de sculpter la proue du navire. Et ce sculpteur s'appelait Chiavanti. Et il était Grand Prix de Rome. Donc à cette époque-là, c'est pour ça que moi j'ai toujours baigné dans le carnaval est un art. Le carnaval est un art qui n'est pas reconnu, comme on a reconnu l'art brut, l'art naïf. Mais les artistes qui travaillaient pour le carnaval étaient de vrais artistes, très très qualifiés. Mon grand-père était très, très exigeant là-dessus. Parce que pour passer de ça à cette taille-là en sculptant, c'est sûr que... Oui, oui, oui. Et alors, il est entouré, là, il a un de ses fils, mon oncle Adolphe Sidron, qui est devenu l'un des fondateurs de Force Ouvrière. Il était secrétaire général de Force Ouvrière. Lui, il a quitté le carnaval. Il y a un autre fils, Ernest, qui au début a travaillé avec mon grand-père, qui est parti ensuite en Indochine, dans l'armée. Et puis, il y a le fils César qui est là. C'est lui, César Sidron, qui a repris au début la succession. Mon grand-père va mourir l'année d'après. Mon père est tout petit, il a 9 ans, il était beaucoup plus jeune. Et donc, c'est le fils aîné, le dernier Benjamin, qui ont repris la succession de mon grand-père. Ce qui fait que mon grand-père commence en 1897, mais il a le char du roi officiellement en 1921. Et donc de 1921 jusqu'en 1980, à la mort de mon père, c'était les Sidron qui étaient les constructeurs officiels du char de Sa Majesté Carnaval. D'où cet amour. Mon père mettait toute sa passion. Mais il y avait déjà un thème qui était choisi. Alors chaque année, le comité des fêtes donnait un thème au carnavalier. Donc, il y avait 3 chars officiels. Là, c'était l'imagier officiel, donc Gustave Adolphe Mossa, qui imposait la maquette au carnavalier, au réalisateur, donc au Sidron. Par contre, les autres carnavaliers étaient libres de choisir, de traiter ce thème comme ils le souhaitaient, mais souvent ils s'adressaient aussi aux imagiers. Donc, les carnavaliers s'adressaient à Mossa ou à un autre qui s'appelait Loulou Stiafi, enfin il y en a eu d'autres. Et donc Gustave Adolphe Mossa, que j'ai eu l'honneur de rencontrer il y a fort longtemps, traitait à la fois des maquettes officielles, comme celle que vous avez là-haut, et là c'était la maquette d'un char pour le carnavalier Brulette, et elle s'appelle Paillasse, mais elle représente Paillasse, et on voit Arlequin, Polichinelle, Pierrot. Et il manque le paillasse au berger. Oui, c'est ce que j'allais dire, il manque le paillasse. Dans notre tradition. Ouais. Mais voilà un art, encore un char qui était composé avant la guerre par... Et les tailles et les dimensions, elles étaient imposées. Ah, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et que, vous voyez, il fallait qu'on mette le char pratiquement de 3/4. Là on le voit très bien. Celui-là, là? Oui, celui-là. Oui, voilà. Et bon, ça tenait absolument compte, c'est ça au début, des volumes. Vous savez, un char... Regardez à peu près, c'est presque comme une pyramide. Ouais. Et surtout, il est conçu parce que il passe
il prend très peu de temps devant le public. Donc il faut que le public ait le temps de voir l'avant, l'arrière, de prendre en considération ce qui se passe. C'est tout un art, c'est une dimension en 3D, ce qui fait que dans les années 2000, quand brusquement on a imposé, il y a eu un nouveau directeur artistique qui avait fait venir une dessinatrice de Paris. Ce qui arrive au départ dans les nouveaux imagiers qui arrivent, travaillent en 2D, ils ne prennent pas conscience au début de l'importance de la dimension en 3D et de ce que cela signifie. Ouais. Ce qui fait qu'il y a eu des débuts un peu difficiles avec les nouveaux imagiers. Et les carnavaliers devenaient les simples réalisateurs, exécutants des chars. Alors, au début, c'était un peu normal parce qu'il y avait eu une lassitude, une sclérose. On réutilisait un peu les mêmes idées, les mêmes moules, etc. Et là, depuis ces 20 dernières années, sous l'impulsion d'ailleurs de l'Office du tourisme, d'un cahier des charges de plus en plus strict, contrôlé, les carnavaliers ont fait énormément de progrès. Ce sont devenus de grands professionnels. Et là, je crois qu'ils souhaiteraient être à nouveau maîtres d'œuvre de leur conception. Voilà, alors on est en train d'essayer de trouver un compromis. Toujours évoluer le carnaval. De faire toujours évoluer le carnaval ou de reprendre ce que j'aime beaucoup et qui est aussi une de mes tâches, enfin un de mes dadas, c'est que moi je marie la tradition et la modernité. Alors on a souvent tendance, j'ai envie de dire, souvent on me prend pour le musée Grévin du carnaval. C'est-à-dire, je suis l'historienne du carnaval. Mais qu'est-ce que c'est un historien? Un historien, ou une historienne, c'est quelqu'un qui étudie le passé pour comprendre le présent et préparer le futur. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie. C'est-à-dire que j'ai étudié à la fois la symbolique profonde du carnaval, qui est absolument passionnante, l'histoire des carnavaliers, puisque j'y suis née dedans. Mais avec Carnaval sans frontières, j'ai eu l'occasion, et la ville de Nice aussi, de voyager dans le monde. J'ai été dans plus de 40 pays. Je suis expert auprès de l'UNESCO quand même pour les carnavals. Et j'ai même eu la chance de d'être directrice artistique de carnaval à Tahiti, à Singapour. On est classé au patrimoine mondial? Comment? On est... Non, pas encore. Et pourquoi? Parce qu'il y a une vingtaine d'années, ou même plus, je considérais qu'il n'y avait pas de respect des traditions. On est un peu revenu. Il y avait trop de laxisme. Il fallait bouger, secouer le cocotier du carnaval. Actuellement, les carnavaliers sont revenus à beaucoup plus de talent, de considération, de professionnalisme. Et là, on peut peut-être à nouveau envisager. Mais à un moment donné, moi-même, je voulais poser la candidature, mais quand j'ai vu certaines choses qui ne me convenaient pas, enfin, qui ne me paraissaient pas répondre aux critères de l'UNESCO, on a préféré attendre. Et d'ailleurs, là, actuellement, avec les nouvelles équipes, on est en train de travailler qu'est-ce que l'identité du carnaval niçois, quel est l'ADN du carnaval, et toujours on puise dans les traditions du passé pour les remoderniser et aller sur le futur. Il ne faut pas dire qu'on a ringardisé le carnaval, parce qu'il y a eu une période où même les Niçois, il y avait un peu une désaffection parce que finalement on ne trouvait plus d'intérêt. Absolument, il est devenu un peu inodore et sans saveur. Et là actuellement, on est en train, ça reprend goût, et notamment pour la musique. On est en train de travailler beaucoup sur les musiques, pour repartir des musiques anciennes. Vous savez qu'il y a 2 ans, Pascal Giordano, qui est niçois et qui vivait à Rio, a fait un mixage d'air niçois sur un air de samba. Il a même composé une chanson d'Isabella. Et donc on travaille aussi sur... Là actuellement aussi, le nouveau chef de la fanfare s'intéresse aux musiques anciennes. On veut vraiment... Et là, je pense qu'avec les seniors, on aura plein de choses à faire par rapport à la musique, aux chansons. C'est ça, parce qu'on a tous en tête quand même une certaine image de carnaval, mais aussi cette musique. Ah oui, ça manquait. Vous parlez, cette ambiance très festive. Là aussi, voilà, si vous voulez, les carnavaliers sont revenus au niveau architectural,
des grands progrès. Et maintenant, on attaque la musique. On va essayer d'attaquer la musique. Et là, avec les seniors, on a beaucoup à faire. Moi, je sais qu'il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait une conférence sur la musique à la médiathèque de la Trinité. Et on a fini en chantant avec les seniors qui étaient là. Et surtout, c'est les chansons des années 20, vous les connaissez? Vélou, 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 voilà. J'en ai appris quelques-unes quand j'ai amené mes élèves à Carnaval. Voilà, très toniques. Et alors, on est parti d'un cœur, il y a une ambiance sensationnelle. Franchement, la chanson, la musique, ça nous tient énormément à cœur. Et je pense que ça va permettre justement que les seniors partagent, se réapproprient peut-être aussi Carnaval, le fassent vivre. Et c'est vrai que comme on s'inscrit dans une chaîne de vie, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, il y a tout le monde doit se réapproprier la culture de Carnaval. Tout à fait. Et le faire vivre, effectivement, ça c'est important. Donc chacun va prendre sa part. Et les seniors ont leur part. Moi, on a eu l'occasion avec Rudy Sall d'aller à plusieurs reprises au Carnaval de Rio. Et le premier, il a remarqué que dans chaque école de samba, il y a des groupes spéciaux pour les seniors. Il y a les fameuses ALA, ça veut dire le groupe, on appelle les bayanes. Ce sont des dames qui ont dépassé la soixantaine et qui ont des robes à crinoline et qui évoluent. Elles ont de jolis costumes, elles évoluent. Et le cortège est filmé en direct par les télés. Nous, on n'a pas encore obtenu cela. Mais parce qu'on n'a pas encore évolué. Pour l'instant, on imagine que Carnaval, c'est fait que pour les jeunes et les enfants. Mais même les jeunes, il faut aussi qu'ils trouvent leur place, une façon de s'exprimer. On a commencé aussi, on a fait des balles pour les étudiants sur le Corsus. Ces 2 dernières années, ça a très très bien marché. Bon, là, cette année, on engrange les idées. Et l'année prochaine, on va les réaliser. Mais là, je pense que tout Nice va danser l'année prochaine. Ça, je tiens le pari. Ah ben, et là, nous, on va essayer de le relever, là, hein, faire en sorte que tout le monde danse et chante. Et chante. Oui, oui. Oui, ça fait partie aussi de la magie. Oui. Et c'est vrai qu'on aimait beaucoup, même dans les souvenirs d'enfance que j'ai, entre les bruits, les fanfares, toutes ces couleurs, cette magie. J'allais dire parce que cette odeur, c'est vrai que c'est magique. Vous voyez, regardez là ce qui vient de se passer, puisque le jour de Mardi Gras, à la Martinique et à la Guadeloupe, ils sont tous sortis, ils ont bravé les interdits, ils ont défilé quand même. Et le carnaval de Grandville, qui est en Normandie, alors eux, ils ont fait la nuit, mais ils ont fait un défilé nocturne, ils ont quand même... Bon, les Niçois sont quand même plus respectueux, plus inquiets, mais en ce moment, pour nous, c'est plus compliqué. Mais on a besoin d'exutoire et de ces moments où on partage. D'exorciser notre peur et d'exutoire, tout à fait. Donc là, nous, on a proposé la recette quand même, parce qu'il y a aussi ce qu'on mange, qui est toujours important. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on avait proposé la recette des ganses, parce qu'il y a tout ça qui va autour de notre culture niçoise. Alors, je vais vous sortir mon refrain qui a beaucoup de succès sur la nourriture du carnaval. Alors, vous savez quelle est la nourriture de base dans le carnaval? Il faut ingérer, il faut déguster des aliments flatulents. C'est-à-dire que c'est très très important de manger des haricots, des pois chiches, du chou. Pourquoi? Parce que pendant la période du carnaval, le souffle des âmes des morts remonte à la surface de la terre. Et il faut s'en protéger. Il faut protéger tous les orifices de notre corps contre une éventuelle pénétration du souffle des âmes des morts. Donc il faut protéger la bouche. Alors on protège les oreilles par le charivari, un vacarme infernal pour chasser les esprits. Le visage, on va mettre un masque plutôt avec grotesque pour chasser les esprits. Et il faut protéger le haut et le bas du corps. Et il faut y mettre des vents, des P, parce que le P est fondamental dans le carnaval. Pétons, pétons, pétons. Et il y a justement des animaux. En plus, l'année prochaine, le carnaval, le thème du carnaval, ça va être roi des animaux. Oui, oui. Mais dans le carnaval, et ça aussi c'est très intéressant, les animaux ont un rôle symbolique. Il y a des animaux que l'on appelle des animaux psychopompes.
C'était un terme de Claude Guelbet, qui était un grand folkloriste du carnaval. Les animaux psychopathes sont des conducteurs des âmes des morts, entre le monde des ténèbres et le monde céleste, pour justement chasser les esprits. Alors vous avez à la fois, et alors parmi ces animaux, ben, il y a l'ours, il y a le cerf, il y a la chèvre, il y a la chauve-souris, qui est notre totem. Et alors, autour de l'ours, il y a le conte de Jean de l'Ours. En fait, c'est aussi un rituel de passage pour les jeunes gens qui sont des ours au départ, un peu, et que l'on va raser pour qu'ils deviennent des jeunes gens civilisés et charmants. Et donc, la tradition veut qu'à la Chandeleur, le 2 février, l'ours qui a hiverné pendant 40 jours dans sa caverne, sort de la caverne, il regarde le temps, et s'il fait beau, eh bien, il va. J'inverse toujours, il lâche un paix, et ça veut dire qu'il ne va pas. Il retourne dormir, ou s'il ne fait pas beau, ben, ça veut dire qu'il ne pète pas, et la météo va être bonne. Donc il nous donne la météo du carnaval, et le paix de l'ours est aussi annonciateur pour la météo. Après, il y a un autre personnage très important et symbolique dans le carnaval, c'est donc l'homme sauvage. C'est-à-dire un homme revêtu des arbres, des feuillus, des arbres qui ne tombent pas pendant l'hiver, c'est notamment le pin. Le pin. Alors vous allez avoir en Europe des costumes somptueux, magnifiques, d'hommes sauvages, et qui vont entraîner les âmes des morts. C'est comme le joueur de flûte. Ouais. Ils vont entraîner les âmes des morts loin des vivants, pour qu'ils aillent se faire voir ailleurs, comme on dit. Et là, ce qui était intéressant, c'est que cet homme sauvage, qu'on trouve dans tous les bouquins du Moyen-Âge médiéval, va devenir un personnage de théâtre de rue à la fin du Moyen-Âge, et il va s'appeler Herlequinus, un diable, avec H. Ce Herlequinus va devenir Herlequin ou Arlequin avec un H, pour devenir le Harlequin de la Commedia dell'arte. Et vous voyez, les losanges du costume d'Arlequin sont tout simplement la symbolique des feuilles de l'homme feuillu, de l'homme sauvage. Harlequin est un avatar de l'homme sauvage, comme Polichinelle. Et c'est pour ça qu'à Nice, nous avons le paillasse, parce que le paillasse, c'est l'homme bourré de failles et de chiffons. C'est pour ça que j'avais intitulé mon livre, premier livre, Le carnaval de Nice, paillasse, Polichinelle et Triboulet, parce que c'est la représentation des rois carnaval. Au début, le roi du carnaval à Nice, c'était le paillasse, au départ berné par les pêcheurs, et qui actuellement est berné par le Caïrenissart, qui a repris la tradition. Et en fait, ce paillasse est aussi un médiateur entre le monde céleste et les ténèbres. Vous voyez, c'est aussi un totem, un médiateur. Ce paillasse, après, on l'a transformé en 1873 jusqu'en 1882 en polichinelle. Mais le polichinelle a deux bosses, ça veut dire il montre aussi l'ambivalence de la ville. Nice, à ce moment-là, il y avait le vieux Nice et puis de l'autre côté du Paillon. Et voilà qu'en 1882, on va créer, sous l'impulsion de Andrio Saïton, du comte de Cesson, on va vraiment créer, et d'Alexis Mossa, c'est Alexis Mossa qui va créer le premier char royal, un char qui va déambuler dans la ville, et qu'on va appeler Triboulet. Pourquoi? Dans Triboulet, il y a tribu. Parce que l'arrivée du roi il va faire le tour des trois places. Il va arriver dans le Vieux-Nice, il va aller place Garibaldi, et il revient sur la place Masséna. Et il va faire le tour des trois quartiers, le quartier de la vieille ville, le quartier de la ville nouvelle. Il relie tout le monde. Et celui où habitaient les nouveaux hivernants. Il s'appelle Triboulet, le chef de tribu. Donc, l'histoire du carnaval est aussi liée à l'histoire du développement touristique, économique de la ville. Il y a un très fort rapport. Et pourquoi on le brûle alors à chaque fois? Alors ça aussi, on est dans la symbolique. Donc, on a bien compris qu'en fait, carnaval est une fête au départ rituelle, agraire, païenne. Et
elle ne va pas s'appeler carnaval dans d'autres civilisations, mais on retrouve, en fait cette tradition remonte au temps de l'homme préhistorique. Parce que l'homme sauvage, c'était le premier costume du chaman ou du sorcier que l'homme préhistorique allait voir en lui disant écoute, c'est l'hiver, je ne peux plus nourrir ma tribu, fais quelque chose. Alors le chaman revêtait soit un costume de feuillu, soit un costume de peau de bête animale, et avec son tambour, il faisait une danse, et il appelait les esprits. Il n'avait pas encore de portable, vous ne pouvez pas à ce moment-là. Donc surtout, il n'y avait pas la 5 machin, là, la 5G. Bon, bref, on avait une communication avec le monde des ténèbres et le monde céleste. Et donc, dans ce rituel agraire, il faut donc exorciser la peur. Donc le carnaval, c'est fondamentalement l'exorcisme de la peur de la mort, de la peur de l'autre, de la peur de ce qui peut nous arriver. Donc il faut exorciser cela. C'est pour ça que c'est très bien qu'on ait brûlé, qu'on brûle le carnavalovirus. Il fallait faire un rituel, et donc dans ce rituel, pour célébrer la fin de l'hiver et faire arriver le printemps, il y a des cérémonies de feu. Le feu est donc un rite de purification. Et en plus, brûler le mannequin du roi, c'était aussi, il était le bouc émissaire qui devenait porteur de toutes les fautes, etc. Les fautes, les péchés qu'on avait, et lui part au paradis. C'est l'ardoise magique, quoi. Donc on brûle tout, on enlève tout, là on efface et on recommence sous un nouveau cycle. Sur le carnaval et la fête comme thérapie. Et ça m'a servi il y a une vingtaine d'années parce que j'ai adapté ce concept avec la politique de la ville. J'ai été la première à Nice avec le maire d'État à développer le concept de carnaval et politique de la ville. Et on avait fait des choses très très intéressantes et j'avais vu. Alors c'était en 93 à 95, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Mais j'avais vu l'action que ça pouvait être pour ces jeunes maghrébins. De défiler à Nice pendant le corso, d'être filmés, que leur famille les voyait, ils étaient fiers et ils avaient l'impression d'appartenir à la cité. Donc le carnaval est aussi un moyen thérapeutique ou un moyen pour développer la citoyenneté et intégrer mieux les jeunes dans nos fêtes, nos traditions et la modernité aussi. C'est très important. Ceci dit, la donne a changé parce que maintenant avec ce que peut faire Facebook, etc., ça devient un peu... il y a une autre approche dont il faut tenir compte. Mais moi, c'est ce que j'allais vous demander, c'est comment on fait, maintenant qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on vit plutôt dans un espèce de monde virtuel où les gens ne sont plus vraiment en contact les uns avec les autres, comment on fait pour faire vivre ces traditions, tout ce qui appartient à l'essence même déjà de les faire connaître, je vois que les gens réagissent très bien. Et puis les jeunes, là, on est en train de travailler avec les jeunes sur les réseaux, TikTok, etc., pour aussi adapter des formes qui leur conviennent, mais où il y a un retour à la tradition, encore un contact avec la tradition et ce qui est important. Qu'est-ce que vous pensez quand on dit, souvent on entend les anciens qui disent c'était mieux avant, carnaval c'était mieux avant que maintenant, c'est différent. La société n'est pas la même. Alors, il y avait, quand on dit c'était mieux avant, il y avait effectivement beaucoup plus de, comment dirais-je, de convivialité. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, on reproche toujours à Nice, c'est un spectacle. Et là, alors là, je peux vraiment parler. Il se trouve que dès que j'ai écrit ma thèse et que j'ai eu l'occasion de voyager, j'ai eu un choc. Et j'ai fait une découverte très importante. Mes deux chocs, ça a été Venise, le carnaval de Venise et le carnaval de Rio. J'arrive au carnaval de Rio, je suis toute fière, j'ai obtenu une bourse pour aller voir ce carnaval et évidemment, je veux tout voir. Et quand je ouvre le journal à Rio, il y a 4 pages. Et tous les jours, à la même heure, il y a 10 événements. Dans 10 lieux différents de la ville. Je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais je suis venue là, je ne peux pas tout voir. Et donc j'ai dû faire un choix.
Et je me suis aperçue que selon les lieux, il y avait le carnaval pour le spectacle, il y avait le carnaval pour la rue, il y avait des bals populaires, il y avait des bals chics. Et parce que moi je croyais que le carnaval c'était un défilé comme à Nice. Et non, il y a plusieurs carnavals dans le carnaval. Quand je suis allée au carnaval de Venise, même histoire. Alors Venise étant plus petite, mais qu'est-ce que je découvre? C'est qu'il y a des bals et des événements dans les camps, différentes places, on déambule d'une place à l'autre. Il y a des bals très chics, très fermés, avec la jet set qui vient du monde entier pour ces bals chics. Il y a la fête populaire. Et là, j'ai compris qu'il fallait pas, il ne faut pas polémiquer. Il faut des carnavals dans le carnaval. C'est-à-dire que oui, à Rio, le spectacle est magnifique. Le spectacle, le défilé au Sambodrome, qui coûte très cher, hein, mais il est magnifique. Pourquoi s'en priver? Et à Nice, ben, on a un carnaval, on a des carnavaliers. Pourquoi se priver de ce spectacle? Mais il faut aussi avoir le carnaval populaire, la fête populaire, et que tous les âges puissent participer. Et c'est là où nous essayons de travailler pour adapter, créer, diversifier les actions dans le carnaval. Et je compte beaucoup qu'on puisse développer des actions très très positives et concrètes dans ce domaine. Parce qu'il n'y a pas du tout à se battre, à dire qu'il faut tel carnaval. Non, il faut que tout coexister. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y en a qui n'aiment pas la foule, c'est normal. Ils peuvent aller au carnaval d'un Bangleton, même s'ils veulent, il faut péter, hein, mais ça c'est pas grave. Voilà. Mais c'est ça. Et ça c'est important à faire connaître. Et vous ne pensez pas que pour certains jeunes, ça paraît... ils ont peur d'être ridicules, de se montrer sous un jour, parce que ça demande d'être capable d'avoir un peu de dérision, d'être un peu... voilà, l'envie de s'amuser. Moi j'ai l'impression que les jeunes actuellement vont avoir besoin de se défouler, même avec le masque. Regardez, maintenant tout le monde est masqué. Donc. Mais au contraire, je pense que pour regarder leur envie de faire la fête, pour eux ça peut être aussi la musique. Bon, non, je crois qu'au contraire, ils ont bien besoin d'exorcisme et de défouloir comme le carnaval. Donc on va chercher des volontaires partout pour faire de la musique, pour faire des décors, pour défiler, des costumes, s'amuser et retrouver l'essence même finalement du carnaval. Oui. On peut s'amuser simplement et ça fait penser un peu dans ce qui existe aussi dans l'arrière-pays, dans les petits villages, quand tout le monde se déguise. Vous avez aujourd'hui, c'est le mercredi, le mercredi décembre, il y a à Belvédère, il y a la Polette, la fête de la Polette à Belvédère. À Saint-Martin-Vésubie, il y a le Bifou qui sort, et qui est un homme sauvage. Le Bifou, c'est Harlequin, homme sauvage. Hein. Donc, il y a des traditions bien vivantes dans le pays. Il y avait la farandole du chou aussi qui a disparu, mais qui était très, très symbolique dans le carnaval. Bon, alors là, vous m'avez montré quelque chose tout à l'heure. Oui. Parce que je vois plein de belles couleurs. Hein. C'est quoi? Alors c'était en 2014, et pendant plusieurs années, les seniors, plusieurs groupes de seniors, là, il y en avait à peu près 80, alors, parrainaient un chat. Donc ils choisissaient un chat, et le carnavalier faisait faire des costumes que les seniors portaient, et ils défilaient avec une chorégraphie adaptée derrière le char, ou devant le char. Et ils étaient mélangés à des groupes de jeunes aussi. Moi, j'ai toujours préféré associer. Et les jeunes les ont préparés. C'était une ambiance formidable. Parce que alors là, vous prêchez une convaincue, parce que je crois qu'une société ne va bien que si tous les âges se respectent et vivent ensemble. Donc il n'y a pas les jeunes d'un côté, les plus âgés de l'autre. Dans une famille, on regarde, il y a des âges différents et on est heureux d'être ensemble. Et il n'y a pas la barrière de l'âge. Donc effectivement, faire la fête, ça devrait être pour tout le monde pareil. Le carnaval doit se prêter à ça, et ça c'est un espace vraiment formidable. Et alors avec les étudiants des arts vivants à l'université, on avait développé aussi une autre action pour justement les personnes âgées en EHPAD qui ne peuvent pas se déplacer.
Et on avait fait des ateliers de chapeaux, de création de chapeaux. Alors, c'était des ateliers rapides. En une demi-journée, on faisait des chapeaux. Et c'était mes étudiants, les étudiantes ou les étudiants, ils étaient très très fiers, mais heureux de travailler avec ces personnes âgées. Et j'ai même, avec votre collègue Pascal Ferralis, on avait fait une belle expérience avec les malades d'Alzheimer. C'était le projet Calmant, ça s'appelait, qui était venu à l'atelier de Ricalmi. Et les carnavaliers, notamment Pierre Povilla, avaient été absolument... Les carnavaliers sont très sensibles, très ouverts, très humains pour ce genre d'accueil. Moi, je me souviens, mon père, une fois, il revient à la maison, il était très ému en disant qu'il avait reçu à l'atelier, c'était à Ricalmi, un groupe d'aveugles. Et donc, les aveugles, c'était le contact. Ils avaient, par le contact, touché l'écharpe, on leur montrait. Après, au Brésil, et même j'en avais parlé avec l'association des sourds-muets, on les fait travailler sur les percussions pour toucher. Et puis, j'ai toujours été frappée à Rio, par exemple à Rio, dans toutes les écoles de samba, vous allez avoir un groupe où les handicapés, dans leur chaise roulante, vont défiler et on leur fait des décors, des costumes spéciaux. Donc j'ai toujours pensé à un projet pour à la fois les personnes âgées, les handicapés. Oui, tout le monde quoi. J'ai des photos assez époustouflantes à Rio de gens à qui on a coupé les jambes et qui défilent au carnaval. Hein. C'est incroyable, incroyable. Donc d'où l'importance, je vous dis, c'est pas une... Le carnaval est une chose sérieuse, c'est une chose sérieuse, profonde, et voilà, vive carnaval. Vive carnaval.